Et maintenant, avec les 2 délégués généraux que j'invite à me rejoindre et avec toute l'équipe de la FFA, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci. Monsieur Lance-le-Bal. Bonjour, Thierry Goubi, la Tribune de l'Assurance. Vous avez évoqué le marché de l'assurance construction qui reprenait un petit peu des couleurs. Je voulais avoir la position de la Fédération à propos du modèle de libre prestation de services, puisque plusieurs assureurs depuis quelques mois font défaut sur le marché. Est-ce que le modèle peut être remis en question avec ces quelques défauts? Voilà. Merci, c'est une question d'actualité. Arnaud. Oui, peut-être on peut mettre les choses un petit peu dans leur contexte. Donc il y a eu plusieurs défaillances, tout le monde ne le sait pas forcément, c'est vraiment sur la période très récente, c'est-à-dire ces dernières semaines, d'assureurs construction. Donc ça permet de poser la question d'une manière plus large des risques longs. Hein, vous avez l'assurance construction, c'est un risque long, c'est-à-dire que vous collectez les primes dans un premier temps, mais les défauts dans la construction ne vont se révéler que des années plus tard. Donc ça peut être 5 ans plus tard, et donc là on va chercher la responsabilité. Est-ce que c'est l'architecte qui a mal conçu le bâtiment? Est-ce que c'est le professionnel du BTP qui a mal construit et il y a une malfaçon? Bon. Mais ces risques longs, ça peut aussi être la RC médicale, ça peut, voilà, ou RC environnementale, des sujets où c'est vraiment des années plus tard qu'on se rend compte qu'il y a eu un défaut et où on essaie de chercher la responsabilité. Bon. Alors, dans l'affaire vous évoquez l'assurance construction, un certain nombre de ces acteurs étaient localisés dans des paradis prudentiels. Gibraltar, le Liechtenstein, bon. Mais aussi des places on est plus surpris, l'Irlande, le Danemark et même la Nouvelle-Zélande pour un réassureur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Peut-être déjà dans un premier temps de dire, écoutez, tout le monde n'est pas blanc-bleu dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a des autorités de supervision qui ont laissé faire pendant des années. Alors nous, à la Fédération, on a alerté depuis des années. Et merci à la CPR d'avoir relayé, le Trésor, la CPR, d'avoir relayé nos alertes, nos craintes. Ils ont alerté leurs homologues de Gibraltar, du Danemark, de Nouvelle-Zélande, etc. Bon, au bout d'un moment, ça a fini par payer parce que les homologues ont fini par se préoccuper et de constater que ces acteurs étaient sous-provisionnés et donc ils ont retiré les agréments où les défaillances ont été prononcées. Bon. Mais donc, tout le monde n'a pas perdu d'argent dans cette affaire. Il y a des gens qui se sont enrichis, il y a des courtiers qui ont diffusé des offres qui ont peut-être un devoir de conseil moyen, il y a des commissaires aux comptes qui ont certifié les comptes, enfin bon, voilà, des agences de notation qui ont dit que c'était des acteurs de bonne qualité, enfin bon, tout le monde va devoir un peu faire son examen de conscience. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en termes généraux. Alors après, on va bien sûr étudier de très près cette situation, puisque oui, des assurés pourront, dans les semaines, les mois qui viennent, se retrouver en situation difficile, c'est-à-dire avec un problème de couverture d'assurance. Bonjour messieurs, Mireille Wimbert, L'Opinion. J'avais une question concernant votre produit Revavi. Est-ce que ça veut dire que dans le débat actuel concernant la loi Pacte qui est portée par Bruno Le Maire, on prend les articles 83, on prend les PERP et on prend les Madelins, et avec ces 3 produits-là, on fait un produit universel de retraite qui est transférable, comme vous le disiez. Est-ce que c'est ça ou c'est complètement autre chose? Et est-ce que ça veut dire aussi et surtout que le PERCO n'est pas dedans, puisque c'était la grosse crainte de vos amis banquiers et gestionnaires d'actifs, c'est qu'on fasse un produit unique de retraite qui ait plus de sortie en capital et que ce soit que de la rente partout? Oui, mais Mireille, vous savez très bien que c'est une crainte non fondée, puisque le PERCO n'est pas un produit de retraite. Il y a un R qui se balade là-dedans, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il n'en est pas un, donc le sujet n'est pas là. Oui, c'est en gros ça. Alors après, c'est une question... D'abord, c'est une question qui est en débat. Ce sont nos propositions, donc je ne veux pas parler au nom du gouvernement. Ensuite, c'est une perspective qui doit se concevoir dans une temporalité qui elle-même n'est pas définie. Il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain les choses... la philosophie est celle-là. La philosophie est celle-là. Après, les modalités sont en plein débat.
Laurence Delin, donc je suis journaliste pigiste pour notamment la Tribune de l'Assurance et les Éco-Patrimoines. Donc je rebondis sur la question de Mireille, juste pour que ce soit clair. Est-ce que le projet de convergence de la retraite supplémentaire va être sorti du pacte pour se raccrocher à la réforme des retraites? Parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. On n'arrive pas à savoir où va se situer l'éventuel lancement de ce projet. Et deuxième question, vous n'avez pas parlé de l'eurocroissance. On a entendu dire qu'il y aurait, là aussi dans le cadre du pacte, et je voudrais savoir si c'est le cas, comment dirais-je, modernisation, refonte de l'eurocroissance, qui irait de pair avec le lancement d'un fonds eurobonifié. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de choses très claires là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous clarifier les choses, nous dire où ce sera inscrit ou pas? Je vous rappelle que vous êtes dans la maison de l'assurance, vous n'êtes pas à Bercy. Le pacte, c'est un projet gouvernemental, c'est le ministère des Finances qui en assure le lead. Donc nous sommes des contributeurs importants, c'est clair, des partenaires écoutés, et je m'en réjouis, mais ce n'est pas nous qui faisons ni les décisions, ni le timing des décisions. Donc, premièrement, la question de la réforme des retraites, celle qui a été confiée à Jean-Paul Delevoye, ne fait pas partie du pacte, proprement dit. Donc, après, il y a une politique cohérente, globalement, qui est celle du gouvernement. Donc, nous, lorsque on a rencontré, bien sûr, Jean-Paul Delevoye, on est en contact, mais ce sont pour nous deux sujets à la fois liés, mais qui se traitent de façon distincte. Donc, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que l'agenda était lui-même totalement distinct, puisque son agenda à lui est plus loin que celui du pacte, de la loi pacte. Donc, voilà. Après, il y a une cohérence, il y a une cohérence intellectuelle, c'est cette idée de simplification et d'universalisation des choses. À partir du moment où le régime de base, le premier étage est universel, c'est pas mal que le deuxième étage le soit aussi. Tout ça va permettre aux Français, si on rentre dans le détail, dans un schéma idéal, en inscrivant tout ça dans le GIF retraite, ça permettra aux Français de savoir instantanément, à tout moment, exactement où ils en sont en termes de retraite attendue et primaire et complémentaire, donc et supplémentaire. Donc ça, c'est l'objectif. Mais pour l'instant, c'est au ministère des Finances qu'il faut que vous posiez les questions. Alors, je profite pour dire que dans la salle, il y a Jean Malhomme, qui est le président de la commission vie, qui travaille avec nous étroitement et avec tous les assureurs, au contact de tous les assureurs sur l'ensemble de ces propositions. Jean, je ne sais pas si tu veux intervenir à ce niveau pour donner un complément, ou si on peut lui donner le micro. Hein? J'en sais pas beaucoup plus que toi. Ah bon, alors flûte. Est-ce qu'il sera décidé? Peut-être il y avait une question sur l'eurocroissance. Oui, sur l'eurocroissance, oui. Alors, l'eurocroissance, entendons-nous, l'eurocroissance, c'est un produit qui existe, et il est un produit d'ailleurs dont la genèse est très intéressante, puisqu'il avait été conçu avec les pouvoirs publics qui aujourd'hui connaissent bien l'eurocroissance. Il n'a pas donné tout ce qu'on pouvait en attendre pour des raisons de procédure administrative, d'une part, et puis parce que il n'y a pas eu une adaptation à la nouvelle situation des marchés, d'autre part. Enfin, je parle à demi-mot parce que je ne veux pas revenir sur ces vieilles histoires. Ce qui compte, c'est l'avenir. Donc, le principe, peu importe que ça s'appelle l'eurocroissance ou autre chose, il y a un principe qui est fondamental, qui est celui de permettre de contourner non seulement les contraintes de Solva II, mais de permettre un investissement plus profitable et plus risqué, à travers un changement des engagements qui sont ceux des assureurs. Si l'engagement est à terme, comme c'est celui de l'eurocroissance, ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est une logique fondamentale. C'est une logique orientée vers le long terme. Il est clair que cette logique, elle est au cœur de la réflexion que l'on mène avec les pouvoirs publics sur l'assurance vie, j'en ai dit un mot tout à l'heure, à travers le travail sur l'euro bonifié, etc. Bon. Après, il y a un point d'atterrissage qui sera à trouver. Ça, c'est la prérogative du gouvernement. Et au stade actuel, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement quel est ce point d'atterrissage. On a fait nos propositions, vous les connaissez, elles sont sur la table, et on va essayer de faire en sorte de faire partager notre conviction que ce sont les bonnes solutions. Jean, je vais avoir lui repliquer le micro. Mademoiselle, s'il vous plaît.
Sur le fond, la proposition principale sur l'eurocroissance, c'est de simplifier considérablement le dispositif. Ça, je pense que c'est une proposition publique. On a affiché tout à l'heure les taux moyens de performance de l'eurocroissance cette année, 3,40. Si je prends le produit AXA, par exemple, 3,25. On a communiqué sur ce 3,25, mais il se trouve qu'il n'y a pas un seul client qui a eu 3,25. 3,25, c'est une performance globale, actuarielle, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas un client qui va avoir 3,25. Donc ce qu'on souhaite tout simplement, c'est que de la même façon que sur n'importe quel autre contrat, et en particulier sur le fonds euro, quand on annonce une performance, elle se retrouve sur chaque contrat de chaque client. Et donc ça nécessite une simplification très importante du contrat. Et puis il y a une autre proposition qui a été faite qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'eurocroissance est un produit cantonné. Le PERP, qui est un des produits qui a été cité tout à l'heure, un produit individuel de retraite, il est également cantonné. On ne peut pas mettre de l'eurocroissance dans un PERP aujourd'hui parce que ça fait un canton dans le canton. Ça, c'est un truc très simple, ça n'avait pas forcément été vu au début. La retraite, c'est un produit idéal pour avoir des garanties au terme, comme le disait Bernard. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'eurocroissance puisse être intégrée dans le produit de retraite universel, le produit Revavi, qui a été indiqué. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est une des propositions qui a été faite. Voilà. Mais si vous voulez, l'inspiration étant celle-ci, après, ça peut donner des choses qui feront que ce soit un produit en réalité très différent, enfin, totalement différent de l'eurocroissance. Donc voilà, stay tuned. Alors, il y avait quand même une dernière question à droite, là, enfin une question à droite, madame qui avait levé la main, et puis après monsieur ici. Oui, bonjour, Aurélie Abadi, l'Argus de l'assurance. Poser des questions assurance dommage pour changer. Vous avez évoqué le poids des événements climatiques. Est-ce que ça va se répercuter sur les primes? Parce que quand on interroge des agents généraux d'assurance, c'est un peu le scénario qu'ils imaginent. D'autre part, sur la modernisation du régime CatNat, que vous réclamez depuis longtemps, et on est ravis de savoir que le dossier avance. Vous avez évoqué tout à l'heure le plafonnement des franchises pour les TPE, artisans commerçants. Est-ce que donc c'est un souhait de la profession? Est-ce que c'est aujourd'hui entendu par ce gouvernement? Parce que sous le précédent quinquennat, il y a eu un rapport de l'IGF qui se prononçait contre cette mesure. Voilà, donc où on en est du côté de l'exécutif. Et j'ai une dernière question sur Solva 2 et sur le choc, donc sur les actions. La revue 2018, a priori, porte plutôt sur la simplification du calcul du SCR. Est-ce que vraiment le message que vous portez avec vos homologues européens, avec le gouvernement, est entendu là-dessus, sachant qu'il y a une étude d'impact commandée par Bruxelles? Donc est-ce que vous pouvez nous préciser le calendrier par rapport à S2? Merci. Ok, alors c'est des questions, c'est presque une promesse. Vous avez commencé par nous dire que vous partiez de dommages, on a fini sur Solva 2, donc je vois que c'était une dimension très, très large. Je commence par Solva 2, puis après on parlera des primes, peut-être avec Arnaud et Stéphane. Sur Solva 2, je ne veux pas faire de lien avec les problèmes d'audioprothèse, hein, mais quand les gens sont sourds, il faut essayer de parler plus fort. Donc voilà, donc le garagisme ne passera pas, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc on va le dire. Alors il y a une première étape qui est le 27 mars prochain. Il y a des hearings, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire des auditions où toute une série de gens vont dire ce que je viens de vous dire, avec des mots peut-être, parce qu'ils auront un peu plus de temps, donc ils seront un petit peu plus ils vont un peu plus câliner leurs auditeurs, mais enfin, le message reste le même, c'est-à-dire que, effectivement, lorsque on a vu, on a presque, enfin, c'était pas le 1er avril, mais on a vu il y a 2-3 semaines le rapport de l'IOPA qui concluait de son analyse qu'il fallait encore augmenter la charge en calibration. On s'est dit que là, vraiment, il fallait que les boussoles arrêtent d'être orientées vers le sud. Donc on va le dire avec tout ce qu'on peut comme énergie, parce qu'il y a vraiment un sujet qui est un sujet d'intérêt général. Et si tous les gouvernements se rallient à cette dimension, c'est bien la preuve qu'il ne s'agit pas là d'une vision corporatiste ou d'une vision franco-française.
C'est vraiment quelque chose qui est très largement partagé. Il y a une espèce d'attachement aveugle à des analyses qui sont obsolètes, qui remontent pour beaucoup il y a 15 ans. Ça n'est plus le monde dans lequel nous vivons, et donc il faut arrêter cette schizophrénie entre des objectifs politiques qui sont de financer les infrastructures et la croissance et les entreprises, et des règles qui interdisent de le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça, et on le dira autant de fois qu'il le faut. Alors c'est vrai qu'on est dans une procédure qui prévoit 2 ans d'examen pour la révision de la directive. Bon, déjà, le fait qu'il y ait une révision de la directive montre bien, alors qu'elle a été à peine lancée, montre bien que tout le monde n'est pas très sûr de lui dans cette affaire, et qu'il faut donc... je veux dire, c'est l'histoire du véhicule que vous lancez alors que vous pensez qu'il y a un certain nombre de pièces qui ne vont pas marcher. Bon, je veux dire, c'est interdit dans le lancement de l'automobile, mais il n'y a que la commission qui fait ça. Bon, eh bien, elle le lance, ça ne marche pas bien, et on va corriger. Maintenant, les calibrations, ce sont des mesures du niveau 2. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui sont, qu'on peut, si on le décide politiquement, qui sont des choses qu'on peut mettre sur la table tout de suite. Et ça va être ça notre requête, notre demande. Ça va être qu'on n'attende pas d'examiner tout Solva 2 et de procéder à l'ensemble de la révision pour ne pas isoler je ne vais pas parler de canton, mais isoler une question spécifique qui est celle-là, et sur laquelle, donc, l'agenda, je vous dis, le 27 mars, il y a de ces hearings. Et en ce qui nous concerne, d'abord, le plus tôt sera le mieux, pour commencer, et on considère que ça doit se faire en 2018. Parce qu'après, on va rentrer dans les élections européennes, on va rentrer dans la nouvelle commission, on va rentrer dans les... Donc là, on est parti pour des horizons à déterminer. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Solva 2. Alors, ce qui n'a aucun rapport, on va repasser sur la question de l'impact de la montée des événements climatiques sur les primes. Oui. Peut-être, si Delphine en cabine, si tu peux remettre la slide 19 qui nous rappelle le début d'année 2018 difficile. Alors, pour répondre à votre question, enfin, vous savez bien qu'il n'y a pas de réponse univoque à votre question, mais d'un côté, voilà, ce que l'on voit là, bien sûr, il n'y a pas de miracle. L'assurance, c'est de la mutualisation. Donc, si les coûts augmentent, au bout d'un moment, ça se répercute forcément dans les tarifs. Alors, voilà, il faudra voir la sinistralité sur l'ensemble de l'année. On ne peut pas vous dire, parce que le début d'année a été difficile, que forcément, il y aura un impact mécanique sur les tarifs l'année prochaine. Mais bon, le début d'année est difficile. Il faudra voir la sinistralité de l'ensemble de l'année. Il y a d'autres slides où on voit qu'il y a bien des éléments. À l'inverse, dans le sens de la modération tarifaire, le marché est extrêmement concurrentiel. Il y a 120 acteurs, il y a 120 assureurs dommages en France, en auto et habitation. Et ça provoque quand même une très forte pression sur les prix. Vous avez ailleurs dans les documents le ratio combiné. Alors, je crois qu'il est sur l'auto et l'habitation. Les deux doivent être dans les documents. La branche auto est perdante, elle est déficitaire depuis des années. La branche habitation est un peu mieux, mais voilà, le marché est extrêmement concurrentiel. Donc ça exerce une pression à la modération des tarifs. Sur votre... Et d'ailleurs, vous faisiez allusion au rapport de l'IGF, puisque vous êtes une lectrice attentive des rapports de l'IGF. Je vous renvoie à un autre rapport de l'IGF qui date de 5-6 ans et qui montre que le coût des assurances en matière automobile sont non seulement les plus bas d'Europe, mais en plus qu'ils ont évolué de façon extrêmement modeste par rapport à la sinistralité. Et donc, voilà, il y a des rapports qu'on garde, il y en a des rapports qu'on ne garde pas. Alors, on va parler des autres. Mais... Pardon. Vous me dites qu'il y a des arguments qui plaident pour la modération tarifaire, mais est-ce qu'on n'est pas quand même un peu arrivé au bout face à une sinistralité qui se dégrade? Oui, mais ce que vous dit Arnaud est clair. D'abord, il n'y a pas de lien direct, que la concurrence fait que ce n'est pas un tarif unique pour tout le monde, que donc les gens sont tirés vers, pour ne pas perdre de marché, vers le fait de faire le plus bas possible, que d'ailleurs le fait que c'est le plus bas possible fait que c'est les plus bas d'Europe, ce qui est quand même aussi une façon de se positionner claire, et que si une fois qu'en dépit de la concurrence et en dépit de tout ça, on ne peut pas faire autrement que d'augmenter les tarifs, ils augmenteront, mais ils n'augmenteront pas de la même façon, parce que les compagnies n'ont pas le même... Il y a la mutualisation de l'assurance en général, mais les compagnies ont chacun leur portefeuille d'assurés, et que donc la question se présente de façon différente pour les uns et pour les autres. Donc il n'y a pas de réponse univoque. Mais après, vous enfoncez
porte ouverte. Hein. C'est clair que lorsque tout l'événement va dans l'augmentation de la sinistralité de façon répétitive et qu'il n'y a pas de façon de compenser, quels que soient les progrès techniques, les progrès, les économies de gestion, etc., et ben, il y a un moment où le produit augmente. Mais il augmentera moins qu'il ne le ferait spontanément, compte tenu du poids de la concurrence qui existe. Je ne sais pas si Stéphane veut ajouter quelque chose sur ce sujet. Sur la question des tarifs, ce n'est pas un événement qui crée l'augmentation de tarifs, c'est bien une tendance. Et on a bien vu dans les slides que sur les 10 dernières années, on a une tendance. Donc on a un alignement des planètes qui n'est pas très bon, et qui en plus n'est pas très bon non plus au niveau mondial, puisque vous savez que tout ça est mutualisé au niveau des réassureurs. Entre ce qui s'est passé avec Harvey, au tremblement de terre au Mexique, des moussons catastrophiques en Inde et en Asie, la réassurance aussi souffre. Donc les tarifs vont augmenter, et d'ailleurs augmentent. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a parlé des fréquences habitation, on a bien vu qu'elles sont toutes stables. Donc aujourd'hui, les augmentations que subissent des assurés en matière habitation, et il y en a, hein, les contrats habitation augmentent d'une année sur l'autre, c'est pour des raisons quasi exclusivement liées au climat, puisque pour le reste, nous avons, que ce soit en incendie, en cambriolage ou en dégâts des eaux, une stabilité des fréquences. Donc c'est déjà un cas. Sur la question des franchises, vous avez parlé de notre proposition de plafonner les franchises sur les commerces. Ça, c'est quelque chose qui nous est apparu suite aux inondations de l'année dernière, notamment dans des régions et des villes comme Melun ou Nemours, où on s'est aperçu que des commerçants, vous savez que le régime dit que la franchise, elle est de 10% du dommage. C'est ce que dit le régime catastrophe naturelle. On s'est aperçu que des commerces avaient été totalement détruits par ces inondations, donc des sinistres qui allaient jusqu'à 200 ou 250 000 euros. Donc 10% de 250 000 euros, c'est 25 000 euros. Et donc le régime laissait à la charge du commerçant 25 000 euros qu'il devait mettre de sa poche. Et on a vu que ça crée des vrais problèmes. Et c'est pourquoi nous avons proposé au pouvoir public que pour cette cible particulière que sont les commerçants, artisans, nous puissions plafonner plus bas la franchise. C'est en discussion. C'est vrai que ça n'a pas été forcément, je dirais, accepté pour l'instant, mais nous pensons qu'il y a là une vraie demande qui d'ailleurs nous a été proposée et soufflée pour beaucoup par les maires de toutes ces villes, lorsque nous sommes allés les voir, qui nous ont expliqué qu'elles comprenaient, puisque c'était le régime et qu'il y avait ça, mais qu'il fallait peut-être proposer quelque chose, et c'est pour ça que nous l'avons inscrit dans notre liste de propositions pour faire évoluer le régime. Merci Stéphane. Monsieur. Oui, bonjour, Henri Réau pour le magazine Le Revenu. Vous avez parlé d'assurance vie du rendement du fonds d'euro, qui est plutôt bien meilleur qu'attendu, puisque le marché attendait plutôt 1,5% de rendement, on est à 1,8% selon votre estimation. Est-ce que ça veut dire derrière que la dotation en PPB a été plus faible qu'attendu? Est-ce que vous avez une estimation de la dotation PPB? Est-ce que vous avez une estimation du stock de PPB des assureurs vie? Et quelle est votre position vis-à-vis d'acteurs qui n'ont jamais doté et ne dotent toujours pas leur PPB? Alors, je ne sais pas si Jean voudra ajouter quelque chose, mais en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, la raison pour laquelle la performance est plutôt bonne dans le contexte, c'est qu'il y a eu une amélioration des rendements de l'OAT. Donc voilà, comme à cause de Solvency 2, l'investissement des fonds en euros est pour beaucoup en dette d'État, cette amélioration-là, même légère à la marge, a permis de gagner, ce qui a permis de conserver la stabilité. Et donc, pour moi, c'est ça l'élément essentiel. Jean, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur les provisions. Hein? Il y a un autre élément qui a joué un petit peu, c'est on a montré la très forte collecte nette en unité de compte. Il y a, à contrario, une collecte nette négative en euros. Donc ça met un peu moins de pression sur les actifs des assureurs pour réinvestir dans de nouvelles obligations. Donc ça, c'est plus on fait d'unités de compte, mieux c'est pour les clients et pour le financement de l'économie, mais paradoxalement, c'est aussi mieux pour la performance du fonds euro. Voilà, c'est un effet indirect, mais qui commence à jouer un petit peu quand on voit cette année, on était à moins 13 milliards. Bah, ça fait ça de moins à réinvestir dans les fonds euros des assureurs. C'est la combinaison des deux choses. Les réserves et les fonds de PB, je crois que c'est pas encore sorti, donc il y a des statistiques qui vont arriver d'ici quelques mois, mais pour l'instant on n'a pas encore les éléments. Monsieur ici.
Bonjour, Éric Leroux. Vous avez noté l'augmentation des sommes investies en unité de compte. Est-ce que vous pouvez nous dire la destination de ces sommes? Combien part en action, combien part dans l'immobilier, combien part éventuellement des produits structurés qui rencontrent un certain succès commercial? 55 ou 50 ouais. Oui, les UC, c'est évidemment la catégorie qui est la plus chargée en action, puisque c'est celle sur laquelle il y a le moins de contraintes de Solva 2. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le garagisme ignore les UC. C'est 55%, hein, c'est ça, d'action pour les UC. Donc c'est évidemment tout à fait différent des autres allocations d'actifs qui sont, elles, pénalisées par Solva 2. Monsieur. Bonjour, Grégoire Fanet pour l'AEF. Concernant les actuelles négociations sur les couvertures reste à charge zéro en santé, est-ce que la fédération, au vu des tendances actuelles des négociations, considère qu'il est réaliste de considérer que ces couvertures puissent être élaborées sans un impact conséquent sur les cotisations? Alors, on a toujours été on n'a jamais varié par rapport à la position de la fédération depuis que cette idée a été lancée. C'était pendant la campagne électorale. D'abord, pour distinguer les trois sujets qui sont tout à fait, je disais à l'instant, tout à fait différents, qui reposent sur des dynamiques et des solutions qui sont distinctes. Et donc, après, la question, c'est effectivement de savoir quel est comment j'évoquais les trois paniers tout à l'heure, les trois piliers, je veux dire, en termes de coût, en termes de périmètre et en termes de rythme, parce que tout ne se fera pas au même moment. Peut-être que Véronique peut vous donner quelques précisions. Véronique Casal qui suit ce dossier quotidiennement. Vous avez tout dit sur l'approche que l'on a sur ce dossier. Peut-être remettre la slide de Delphine, je ne sais plus laquelle c'est là. C'est 25, à partir de 25, 26. La façon dont on travaille 29. avec le gouvernement, tout n'est pas traité sous forme de négociation. La vraie négociation, c'est sur les soins dentaires, puisque vous savez que ça se traite dans un cadre tripartite avec les chirurgiens dentistes et l'UNCAM. Sur les deux autres postes de dépenses que sont l'optique et l'audioprothèse, ce sont des discussions qui sont à un rythme très très soutenu avec la direction de la sécurité sociale. La CNAM y participe un petit peu parce qu'il y aura une dimension assurance maladie obligatoire. Tout l'effort que l'on fait pour l'instant, c'est d'essayer de définir un reste à charge zéro qui soit politiquement acceptable, qui soit économiquement soutenable pour nous et donc pour les assurés. Donc tout est dans la définition du panier et des coûts qu'on va devoir supporter. De façon générale, si on doit supporter des coûts supplémentaires, il est difficilement réaliste que ça se fera à somme nulle pour les assureurs, mais on est en train de travailler à ce que le projet soit conduit dans des conditions les plus acceptables possibles pour nous et donc pour les assurés. Voilà, et puis on peut ajouter qu'on travaille main dans la main avec les autres complémentaires. Évidemment, on est avec le CETIP et la mutualité française sur une ligne relativement cohérente et très constructive pour que ce projet se mène dans les meilleures conditions pour tous. Merci. Alors, Madame, et puis Jacques qui accepte de... Juste dans la lignée de ce que vous venez de dire, où en est-on on avait parlé de contrat type santé, vous n'en parlez plus. Où est-ce qu'on en est de Alors, cette c'est pas nous qui en avions parlé. Oui, je sais, mais on y a travaillé. Vous en parlez ensemble. Ouais, on est obligé d'en parler. Savoir où on en est de ce débat. Alors, comme le reste à charge zéro, c'était une idée qui avait été inscrite dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron et donc qui va être mise en œuvre sous une forme que l'on considère comme plus pertinente, qui n'est pas le contrat type, mais un effort substantiel des complémentaires et de tous les acteurs pour faire en sorte que nos contrats soient plus lisibles et acceptables dans leur information pour les assurés. Donc, on a proposé au gouvernement de prendre la main dans le cadre de l'UNOCAM cette fois pour faire des propositions sur la lisibilité et la compréhension de nos garanties. Donc on est en train d'y travailler. Là aussi, la DSS nous réunit à un rythme très fréquent.
pour essayer de définir des propositions dans l'expression des garanties avec des exemples, et aussi pour reprendre un travail qui avait été engagé en 2010 par l'UNOCAM pour faire en sorte que nos contrats soient plus explicites et plus clairs. Mais pour nous, on l'a toujours dit, ça n'est pas la solution du contrat type qui est la meilleure réponse à une difficulté réelle qu'on comprend. On a notre part de responsabilité. On a aussi expliqué que c'est le système dans son ensemble qui est compliqué. Les gens ne savent pas bien qui rembourse, ce que l'on rembourse quand on transforme le CAS en Optam, et que les gens doivent comprendre qu'ils sont mieux remboursés quand ils vont voir un médecin qui a signé l'Optam qu'un médecin qui ne l'a pas signé. Tout ça est très compliqué et on n'est pas responsable de toute la complexité du système, mais en tous les cas, on travaille pour progresser. Merci, Véronique. Jacques. Merci, Jacques de Modus. Je rebondis sur le mano que Mme Véronique Casal évoquait pour les complémentaires, sur la dépendance. Parce que Thierry Baudet a fait part de ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire un contrat obligatoire à partir des complémentaires santé. Il défend son bout de droit. Or, la dépendance concerne peut-être davantage la retraite que la complémentaire santé. Est-ce que vous envisagez de le convaincre de changer d'avis? Vous savez, c'est un débat qu'on a depuis, et vous qui le suivez depuis mieux que quiconque, depuis donc au moins 10 ans, et l'idée de rendre obligatoire cette assurance a été évoquée à différents degrés par de sources politiques, certaines entreprises, certaines complémentaires. C'est une option. Et quand je disais qu'il faut rééquilibrer le partenariat public-privé, ça fait partie des modalités de ce rééquilibrage. Mais vous savez, le rendre obligatoire, à supposer que politiquement ça soit le souhait et que ce soit acceptable, ça n'est qu'une modalité de ce que j'appelais l'incitation. Selon les gens, ils raisonnent de façon comme vous et moi, de façon simple, en fonction de l'âge qu'ils ont, en fonction de leur situation, et donc ils sont plus ou moins incités à le faire. Alors qu'est-ce que c'est les incitations? Jadis, c'était la fiscalité. Alors ça semble pas trop à la mode en ce moment, donc il y en a d'autres incitations. Alors il y a d'autres façons, c'est la contrainte. C'est de dire, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc évidemment, dans le cas de la contrainte, vous êtes plus près des 100% de résultats que dans le cadre de l'effort de conviction. Mais effectivement, tout ça, ce sont des modalités. J'insiste quand même sur une chose. Il y a un certain nombre de régimes obligatoires en France, obligatoires, mais ils le sont en général parce qu'ils représentent une responsabilité pour les tiers. D'ailleurs, en assurance auto, ce qui est obligatoire, ce n'est pas le tout risque, c'est votre responsabilité des tiers. On voit bien les raisons fondamentales, juridiques, qu'il y a derrière ça. Dans le cas de la dépendance, ça ne va pas de soi. C'est vous-même que vous exposez au risque, plus que les tiers. Donc, ça peut être une solution. Ce n'est pas forcément la seule, ça n'est pas la seule, et c'est un ensemble. Après, je pense que le problème de la dépendance, comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème très lourd dans une société vieillissante et dans une société qui aspire, et c'est normal pour ces seniors, à avoir les meilleures conditions d'environnement possibles. Et ça n'est pas qu'une affaire d'argent. Il y a énormément de questions derrière le sujet de la dépendance qui ne sont pas des affaires d'argent. Donc il est clair que le financement aujourd'hui n'est pas assuré dans les conditions actuelles, et que donc c'est aussi un sujet d'argent, mais je pense qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus, uniquement là-dessus. Et pour le reste, c'est un sujet d'une complexité suffisante pour qu'on ne réponde pas en un claquement de doigts. On est pas mal sollicité avec les complémentaires sur des sujets là qui sont avec des calendriers fixés et des agendas à tenir. Donc c'est là-dessus qu'on a concentré nos efforts. Pour l'instant, la dépendance, c'est un sujet dont nous, les assureurs, on pressent la nécessité de se positionner et d'apporter des réponses et des propositions constructives. Mais de ce point de vue-là, on anticipe. Pour l'instant, je n'ai pas vu un projet gouvernemental sur le sujet. On en parle. Mais il n'y a pas eu ce qui s'est passé dans les années précédentes, c'est-à-dire une priorité affichée et puis un travail. Mais on est à la rencontre de tous les acteurs. Il y a encore un rapport qui va sortir d'ici, je crois, la semaine prochaine, de parlementaires sur la question. Il y a donc, je
dirais qu'il y a visiblement une prise de conscience qu'il y a là un sujet important, et il sera traité au moment où les autorités décideront qu'il est opportun de le traiter. Ce que je veux qu'il soit clair, c'est que, en ce qui nous concerne, nous, on considère qu'on est là au service de tous les assurés et qu'on doit être prêt à faire nos propositions le moment venu. Mais la meilleure preuve que la dépendance est quand même liée à la retraite, c'est que dans le champ, pour éviter que les discours, mais il arrive quand même, merci beaucoup, c'est que c'est Jean-Paul Delvoye qui en est également chargé. Oui. Donc, vous voyez que c'est un agenda un petit peu plus, étalé, mais nous sommes d'accord. Et c'est d'ailleurs la raison qui justifie que les assureurs soient au cœur de cette problématique, parce qu'on raisonne sur le long terme. La dépendance, c'est un sujet de long terme. La retraite, c'est un sujet de long terme. Et donc, nous sommes dans la gestion du long terme et dans la protection des Français. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que plus personne n'ose intervenir après Jacques de Bodus et l'énergie qu'il a mis dans... Si, ah ben voilà. Un timide qui finalement... Bonjour, Serge Florentin. Vous n'avez pas du tout évoqué dans cette conférence l'assurance emprunteur. Or, il me semble que dans le marché de l'assurance, s'il y a une révolution cette année, c'est peut-être des évolutions dans les parts de marché entre l'assurance groupe et l'assurance individuelle. Un petit commentaire sur ce sujet? Alors, on ne l'a pas évoqué, on l'a évoqué quand même, parce qu'il figure dans la petite frise des événements qui récapitulent les éléments importants de l'année 2017. Donc, oui, ça ne nous a pas échappé. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc eu un débat juridique, que ce débat juridique a trouvé son terme en janvier, et que donc, voilà, la loi est interprétée comme elle doit l'être, et à partir de là, le marché de l'ensemble des acteurs concernés s'adapte en fonction. Ça fait partie de la vie quotidienne de la fédération. Et si je ne vous fais pas la liste de tous les sujets réglementaires et juridiques, mais celui-là était important, effectivement, ça a été un rendez-vous qui marque le début de l'année 2018, tout à fait. Et un autre point pratique sur la sinistralité en dégâts des eaux, je voulais que vous précisiez si ce que vous appelez les logements collectifs, en fait, c'est les copropriétés et les HLM, quoi, en gros, enfin, logement social. Entre autres, mais c'est tout ce qui est... Oui, c'est ça, c'est tout ce qui n'est pas une maison individuelle habitée d'ailleurs par les gens qui la possèdent. Donc c'est tout à fait considérable. Donc ça touche la majorité des Français, et c'est vrai que voilà. On fait le grand écart entre les sujets de type que vient d'évoquer Jacques et puis ces sujets-là, mais c'est ça la beauté de l'assurance, c'est-à-dire qu'on traite à la fois des grands sujets de société et puis de la vie quotidienne de chaque Français. Et je crois que je ne fais pas un sondage dans la salle, mais enfin je pense qu'un certain nombre, ça doit rappeler des souvenirs. Donc voilà, je pense que vous pouvez apprécier le progrès que ça représente. Et en même temps, la complexité que ça a été à régler, parce que les choses simples sont parfois compliquées à mettre en œuvre quand elles concernent autant d'acteurs autour de la table. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et à vous convier à ce pot traditionnel qui vous attend de l'autre côté de l'amphi. Merci à tous.